Déjà, je vous remercie de vous être libéré ce soir. Alors, cette réunion elle a pour vocation d'échanger vraiment, qu'on discute ensemble et qu'il n'y a pas de questions bêtes. On veut vraiment expliquer les choses de manière très claire et très simple pour mieux comprendre les enjeux autour de cette loi de financement et l'avenir de notre système et un peu les règles du jeu aussi au niveau syndical. Et ensuite, évidemment, vous aurez la parole. Donc moi, je vous ai préparé un petit support, il vaut ce qu'il vaut, mais j'ai travaillé sur un support pour vous, justement pour illustrer les propos. Donc je vais faire une petite présentation assez rapide des choses, faire un focus sur les points très crispants du texte en soi. On est allé vraiment à la source pour prendre les détails des textes pour que ce soit vraiment pas en mode téléphone arabe ou fake news, etc. Et justement rebondir un peu sur les impacts de ces points crispants et ensuite voilà, pouvoir échanger ensemble sur la façon de se mobiliser en fonction de notre mode d'exercice et de notre fonction. Donc là, je vais vous partager mon écran. Ça va, vous le voyez? Ouais, on a ton écran. Alors, donc, je vais vous expliquer un petit peu pourquoi se mobiliser, pourquoi on n'a jamais vu une telle gronde dans la profession et de manière assez générale, que ce soit chez les libéraux, mais aussi chez les internes et les médecins hospitaliers. Euh, et donc, on a un petit plan de cette petite présentation qui va, je vous promets, pas être trop longue. Donc, une petite intro pour expliquer un petit peu les choses. Les règles du jeu sur le plan de l'organisation du système et des règles du dialogue social, si je puis dire, pour les réformes du système de santé. Les problématiques de cette loi, avec un focus vraiment sur les articles crispants et les impacts concrets que ça pourrait avoir sur notre pratique. Les moyens de se mobiliser en fonction de euh, notre mode d'exercice et notre fonction. Et en gros, l'essentiel à garder comme message pour motiver les troupes pour se mobiliser. Alors, le dialogue social, c'est le socle pour pouvoir réformer le système. C'est ce que veut la démocratie en principe. Et le dialogue social, c'est que le gouvernement dialogue avec les parties prenantes, comme ils disent. Et dedans, il y a les représentants des médecins, que sont les syndicats médicaux. Alors, il faut savoir que, par exemple, et ça c'est une question qui est récurrente, l'ordre des médecins n'est pas un représentant de la profession. L'ordre des médecins, c'est une institution qui est garante du code de la déontologie qui est un copier-coller du Code de la santé publique et qui est simplement, qui est là pour garantir l'application de ce code de déontologie. Mais il ne fait pas figure d'un représentant de la profession. Ce n'est pas la même chose qu'un syndicat. Et donc, il ne dialogue pas de la même manière et avec les mêmes pouvoirs avec les gouvernants pour réformer le système de santé. Ensuite, il y a le cheminement des lois. Le cheminement des lois, c'est pas forcément le gouvernement, enfin, c'est pas le gouvernement qui décide des lois, comme vous le savez. Ça, c'est pareil, c'est le fonctionnement de la démocratie. On a le Parlement qui a deux chambres, l'Assemblée nationale et le Sénat, et qui va discuter, voter les lois avec le ping-pong que vous avez connu. Et en l'occurrence, le projet de loi de la sécurité sociale a été proposé donc par le gouvernement avec un texte initial qui a cheminé donc dans le Parlement et qui a été amendé par les parlementaires. C'est-à-dire que les parlementaires, que ce soit des sénateurs ou des députés, ont décidé d'ajouter ou pas des articles qu'on appelle amendements. Donc tous les articles qui sont dans le texte final ne viennent pas forcément du gouvernement. Voilà. Donc, pour vous expliquer un petit peu le paysage du syndicalisme médical, il y a, comme vous le savez, des représentants de trois piliers
de la profession médicale, que sont les professionnels des hôpitaux, notamment des hôpitaux publics, les professions libérales et les internes. Donc, dans les représentants syndicaux principaux au niveau national des médecins hospitaliers, on a APH, qui est en fait Action Praticien Hospital, et qui est une fusion de syndicats historiques hospitaliers que sont Avenir Hospitalier et la CMH. Et donc, dans Avenir Hospitalier, par exemple, il y a le SNFAR. Il y a aussi l'intersyndicat national hospitalier, qui est l'INPH. Et bien sûr, Jeunes médecins. Et d'ailleurs, aux dernières élections professionnelles hospitalières, on est arrivé en troisième. Voilà, donc on est la troisième force syndicale hospitalière. Pour les médecins libéraux, c'est un peu plus morcelé, comme vous pouvez le constater, et c'est soit monocatégoriel, comme par exemple MG France, qui représente que les médecins généralistes, ou politique catégoriel, comme la CSMF. Avenir Spé, c'est plutôt pour des spécialités autres que la médecine générale. La FMF, il y a une branche médecine générale et une branche autres spécialités. Le SML, syndicat des médecins libéraux, pardon, hein, j'ai des acronymes, c'est la Confédération des syndicats des médecins français, la CSMF. La FMF, c'est la Fédération des médecins de France. SML, c'est le syndicat des médecins libéraux. Il y a l'UFML syndicat aussi, donc l'Union française pour une médecine libre. Donc c'est présidé par Jérôme Marty. Et bien sûr, vous avez aussi Jeunes médecins, qui est un syndicat représentatif des médecins libéraux. Et enfin, pour les internes, dans les représentations nationales majeures, il y a l'ISNI, que vous connaissez tous, je pense, l'ISNARI-MG, qui est en fait le syndicat des internes de médecine générale, Réagir, qui représente les internes et aussi les jeunes installés et les remplaçants en médecine générale, donc c'est monocatégoriel. Et vous avez aussi Jeunes médecins. Donc, comme vous pouvez le voir, Jeunes médecins est un syndicat transversal et qui a vocation à représenter l'ensemble des médecins, y compris par exemple les salariés des ESPIC aussi, qui sont parfois pas très bien représentés quand vous voyez que les trois principaux piliers ne parlent pas forcément des salariés d'autres structures que sont les hôpitaux. Donc les temps forts dans les règles du jeu, c'est pour vous aider à comprendre un peu les enjeux. Donc du côté hospitalier, il y a des élections des représentants des personnels médicaux qui ont lieu tous les 5 ans. Euh, Ces élections permettent donc d'élire des représentants sur trois sections. Le Conseil supérieur des professions médicales odontologiques et maïotiques, qui est le CSPM. Il y a aussi le CSN, qui est la Commission statutaire nationale, et le CD, le Conseil de discipline. Et donc ces trois chambres, si je puis dire, sont les trois chambres majeures justement pour régir l'hôpital. Dans le CSPM, il y a trois collèges. Il y a le collège des médecins contractuels, donc tout ce qui est CDD en fait à l'hôpital, donc les CCA, les assistants, les PHC, les praticiens attachés, etc. Il y a aussi le collège des PH, donc des praticiens hospitaliers, et le collège des HU, donc hospitalo-universitaires. Donc effectivement, les CCA vont dans les HU. Voilà. Pour les libéraux, il y a les élections des URPS, Union régionale pour les professionnels de santé, donc la branche médecins libéraux, tous les 5 ans aussi. Et ce scrutin, qui est extrêmement important et auquel on vous encourage vivement à participer aussi, hein, c'est un scrutin donc, qui a lieu tous les 5 ans et qui permet d'élire des représentants syndicaux dans les URPS, donc à l'échelle régionale. Et en fonction des voix remportées par les syndicats, ils sont des syndicats signataires de la convention avec l'assurance maladie qui a lieu tous les 5 ans. Et donc, quand on a un syndicat signataire, vous vous doutez bien que euh, c'est là où on a un pouvoir, en fait, effectivement, sur les réformes, et notamment les réformes de la nomenclature des actes et la façon de s'organiser avec la Sécu, en fait, et donc du financement de la médecine libérale. Et donc, aujourd'hui, les syndicats signataires, donc c'est pas la même chose qu'un syndicat représentatif, hein. Par exemple, l'UFML est un syndicat représentatif, mais il n'est pas signataire de la Convention. Et donc, tout comme jeune médecin. Et là, vous avez parmi les signataires la CSMF, le SML, Avenir Spé, MG France et FMF. Donc ça, c'est les syndicats signataires de la convention médicale, voilà, qui a lieu tous les 5 ans, des négociations conventionnelles qui ont lieu tous les 5 ans avec l'assurance maladie. Alors maintenant, on va parler du sujet majeur qui nous concerne aujourd'hui, qui est la loi de financement de la sécurité sociale 2026. Donc, bon, on appelle ça LFSS pour être puriste,
une fois que c'est passé par le Conseil constitutionnel qui est censé donner un avis avant le 31 décembre. Donc aujourd'hui, ils disent toujours PLFSS, même s'il a été voté. Et donc, ce texte-là pose problème sur plusieurs niveaux. Le premier, c'est que l'Ondam, donc c'est à chaque budget, chaque année qui est voté, on fixe un Ondam qui est un objectif national de dépenses d'assurance maladie. Et donc, il y a une section pour l'hôpital et une section pour les soins de ville. Et donc, l'Ondam est insuffisant, que ce soit pour l'hôpital ou pour la ville. Et donc, c'est un problème parce qu'il est en dessous de l'inflation. Et donc, ça voudrait dire que le budget qui est alloué pour l'hôpital et pour les soins de ville ne couvrira même pas, notamment, les avancées en médecine, notamment les thérapeutiques innovantes, qui sont souvent très onéreuses et qui ne seront pas couvertes, étant donné que l'objectif de dépense est inférieur à l'inflation. Donc, même pour le fonctionnement de base, il ne va pas tenir. Donc ça, c'est un premier point quand même qui est très embêtant. Le deuxième, c'est qu'il y a un affaiblissement des négociations conventionnelles. On reviendra dessus par la suite, on va comprendre un peu mieux pourquoi, maintenant que je vous ai posé un peu le décor. Les négociations conventionnelles sont importantes pour la vie conventionnelle et pour la démocratie et le dialogue social. Euh, Ce texte aussi vise, malheureusement, à piéger les médecins dans la convention. Comme vous le savez, vous n'êtes pas obligé d'être conventionné avec l'assurance maladie. La grande majorité de notre profession l'est pour des raisons qui nous semblent évidentes, parce que effectivement, c'est quand même mieux que nos patients soient remboursés par l'assurance maladie, sachant qu'ils cotisent beaucoup pour ça, et que ça solvabilise quelque part les soins. Mais parfois, il y a des médecins qui prennent le choix de sortir de la convention. Et ça, c'est pour des raisons qui leur appartiennent et ça peut être tout à fait compréhensible. Le problème, c'est que ce choix-là est important. Cette liberté de choix est importante dans le sens où ça peut aussi constituer un, un- un moyen de pression sur l'assurance maladie pour les négos, par exemple. Et que si on perd cette liberté-là, ça peut être très embêtant et ça peut être se refermer comme un piège sur nous. Et donc ne plus avoir de moyen de pression et donc subir les injonctions de l'assurance maladie. Il y a aussi un élément qui permet de contrôler la pratique médicale. On le voit au gré des négociations conventionnelles. Il y a de plus en plus de volonté et même de matérialisation, de concrétisation, de contrôle de l'assurance maladie sur notre pratique. Et je pense que vous le voyez sûrement au quotidien aussi. Et donc là, dans ce texte-là, il y a encore une avancée sur ce point-là. Et enfin, un volet sanctions financières qui, ce soir, a été censuré par le Conseil constitutionnel. Je vous en parlerai après. Malheureusement, ce qu'on constate, c'est que dans ce texte-là, qui, encore une fois, c'est le texte de financement de la sécurité sociale, hein, la grande absente, c'est la vision de santé publique. Il n'y en a pas. Et tant qu'on n'a pas de vision, clairement, on s'en va toujours plus loin au fond du trou en termes de gouffre financier. Et si on n'a pas de vision, si on n'a pas d'objectif clair et qu'on ne sait pas où on va, les dépenses de santé ne vont pas aller dans le bon sens. Et enfin, l'accès aux soins aussi, qui est la grande absente aussi de ce projet de loi, parce que clairement, quand on voit les différentes menaces qui pèsent sur nous via ce texte-là, il est évident que l'accès aux soins est menacé. Donc, pour en parler de manière précise, des articles qui posent vraiment problème, alors j'ai pas voulu faire une liste exhaustive de tous les articles, parce que sinon, on en aurait pour beaucoup de temps, mais vraiment faire un focus sur les articles les plus problématiques. Alors, on va les numéroter pour simplifier la lisibilité, d'autant plus que quand on regarde les différents communiqués des différents syndicats, on va parler d'articles parce que c'est plus simple que de lister tout le texte qui va avec. Et donc, c'est vraiment pour faciliter la lisibilité des choses et la discussion. Donc, l'article 76, parce qu'il a changé de numéro, lui, il préconise le déremboursement des prescriptions des médecins qui sont déconventionnés. Cet article a été voté et il est prévu une entrée en vigueur de cette mesure le 1er janvier 2027, donc dans un an. Alors, on en a largement parlé, c'est une mesure extrêmement grave, d'autant plus qu'elle n'a pas sa place dans le texte de financement de la sécurité sociale, dans le sens où elle n'apportera pas plus d'économie à l'assurance maladie, dans le sens où un patient qui a l'habitude de consulter notamment son médecin généraliste, qui est déconventionné, se verra pas remboursé de ses soins prescrits par le médecin, déjà qui payait sa consultation de plein pot. Là maintenant, même ses traitements, par exemple, s'il est hypertendu et qu'il a besoin d'un traitement à vie, hypertenseur, qu'il doit prendre quotidiennement,
Le fait qu'ils ne soient plus remboursés, clairement, ça change complètement la donne. Déjà, c'est anticonstitutionnel en soi, parce que tout le monde cotise et ça fait une rupture d'égalité, mais surtout, bah, clairement, le patient n'irait plus voir son médecin. Il irait voir un autre médecin. Donc, il continuera à être remboursé. Il n'y a pas d'économie là-dessus, et même ce serait très injuste, mais il continuera d'être remboursé, mais surtout que ça a une visée d'asphyxier le secteur 3 pour qu'il n'existe plus, et ne plus donner le choix aux médecins de sortir librement de la convention si elle leur convient pas. Donc, la volonté derrière, c'est clairement d'emprisonner les médecins dans la convention. C'est ça qui est inacceptable aussi. L'article 77, lui, il donne les pleins pouvoirs au directeur général de l'assurance maladie, c'est Thomas Fatome actuellement, mais pas que, il y a aussi les ministres de la Santé, les conseils nationaux professionnels, les CNP, les commissions compétentes pour chaque profession, alors c'est un peu vague. Tout ce monde-là a le droit de demander à tout moment la modification ou la suppression de certains actes, sans négociation préalable avec les représentants des médecins. Donc déjà, on se pose la question de savoir à quoi serviraient les négociations conventionnelles. Donc ça change quand même complètement la donne. Et aussi, les négociations tarifaires, elles interviendraient après la modification ou la suppression de ces actes. De toute façon, il n'y aura pas de négociation tarifaire sur des suppressions d'actes, mais elle interviendrait après sur les actes modifiés ou disparus. Et cette procédure-là, elle doit être encore définie par voie réglementaire, donc par des décrets ou des arrêtés, donc sortis par le gouvernement. Alors, il faut savoir que cet article-là, s'il y en a un à retenir, c'est le plus grave euh, pour le dialogue social, la démocratie sanitaire, hein, si je puis dire, et la voix donnée aux acteurs du soin que nous sommes. Donc, ça concerne les médecins, mais aussi les infirmières, les kinés, enfin toutes les professions de santé qui sont concernées par la Convention, en fait. Et c'est extrêmement grave. Donc, ça voudrait dire que il n'y a pas de sécurité financière pour bah, les petites entreprises que nous sommes lorsque nous sommes médecins libéraux. Euh, on peut avoir des coups de rabot comme ça qui nous tombent dessus à tout moment, sans négociation, hein. Et ça pose quand même problème pour la sécurité et l'avenir des structures et de leur vulnérabilité vis-à-vis de la financiarisation de la santé. Et on verra aussi plus tard que ça a un impact aussi sur l'hôpital. Voilà. L'article 78, lui, il dit qu'il y a un délai de 6 mois pour intégrer une évaluation d'acte dans la convention médicale. Si le délai, il est passé, eh bien là, c'est pareil. Euh, c'est le directeur général de l'UNCAM qui a les pleins pouvoirs et qui peut fixer lui-même, euh, par voie réglementaire, hein, l'évaluation, enfin, la valorisation de ces actes. Donc, le fait de donner les pleins pouvoirs à l'assurance maladie, en chantant les négociations conventionnelles, ça pose problème. C'est une gestion autoritaire du système. Il y a l'article 81, lui, c'est l'encadrement des arrêts maladie, vous en avez entendu parler. Il proposait un plafonnement arbitraire des arrêts maladie initiaux. Ils introduisaient tout de même cette notion de on peut changer en fonction du cas spécifique du patient sur justification médicale. Mais dans le texte, quand on le lit, il n'y a pas de durée notifiée sur l'article. Et cette durée sera fixée ultérieurement par décret. Donc c'est encore flou et il n'y a pas encore de durée officiellement fixée. Et enfin, l'article 85 a été censuré par le Conseil constitutionnel aujourd'hui. C'était de sanctionner les médecins et les établissements qui n'alimentaient pas le DMP malgré la facilitation par un logiciel métier. Il faut le savoir, hein, c'est que ils l'ont bien confirmé, c'est écrit sur le texte, c'est que si il y a les outils nécessaires pour le faire et qu'on ne le fait pas, c'est là où on est sanctionné. Et les sanctions, ça allait de 2 500 euros par manquement, ça aussi c'est assez flou. Et ça ne pouvait pas dépasser les 10 000 euros par an pour les libéraux. Et pour enfin, les établissements hospitaliers, c'est de 25 000 à 100 000 euros par an. Et donc ça a été censuré. Le côté sanction financière a été censuré. Parce qu'il faut savoir qu'une fois que le texte est voté, encore une fois, il doit passer à la commission, enfin au Conseil constitutionnel, mais uniquement s'il est saisi par un minimum de 60 signatures de parlementaires. Voilà. Donc, eux, c'est LFI qui a porté ça, cet article-là, pour saisir le Conseil constitutionnel. Ils ont eu plus de 60 signatures, ils l'ont porté. Dans les autres objets de leur saisine, il n'y avait aucun autre article qui nous intéressait, il n'y avait que celui-ci. Et l'article 76, pour le moment, donc pour les médecins secteur 3, n'a pas été porté par 60 signatures.
Alors, pour avoir un petit peu une vision hein, concrète des impacts de ces articles-là, pour se rendre compte un peu dans notre pratique, il y a un impact non seulement sur l'activité libérale, on en parle beaucoup dans les médias, mais aussi sur l'hôpital. Déjà, je rappelle que l'Ondam hospitalier est très faible. Donc, c'est pas avec un Ondam comme ça qu'on va réussir à avoir, une revalorisation des salaires des médecins hospitaliers, et notamment aussi récupérer les 4 ans d'ancienneté qui ont été perdus dans les oubliettes depuis la réforme du Ségur pour les PH. C'est pas comme ça qu'on va revaloriser de manière significative les astreintes et les gardes. Et c'est pas comme ça non plus qu'on va pouvoir investir dans des thérapeutiques innovantes à l'hôpital. Et clairement, le fait que les actes soit abaissée ou supprimée de manière unilatérale, ça va impacter la partie recette hospitalière sur les actes hors séjour. Parce que vous savez que la T2A, elle concerne des forfaits hospitaliers. Donc, les forfaits ne sont pas impactés directement par des baisses d'actes, parce que c'est des forfaits. Mais par contre, quand vous allez voir en externe l'hôpital, notamment pour des actes de radiologie, de biologie ou de consultation en externe, si c'est baisser, là, effectivement, les recettes hospitalières vont prendre un coup. Et clairement, ça va fragiliser l'économie des hôpitaux. Il est évident que pour les médecins en secteur 1, ça baisse directement leurs revenus, en tout cas leur CA. Et pour les plateaux techniques, notamment, je pense aux radiologues qui ont eu déjà une baisse de leurs tarifs depuis novembre dernier, ça les impacte aussi dans leur capacité à financer leur personnel et leur matériel, qui coûte quand même très cher. Ça les fragilise et ça les vulnérabilise vis-à-vis de la financiarisation de la santé, clairement. Ça crée un boulevard. Et bien sûr, on en a parlé, mais quid de la convention médicale et du dialogue social? Le déremboursement des médecins secteur 3, on en a parlé, c'est une rupture d'égalité et clairement, c'est un piège qui se referme sur les médecins dans la convention et donc aucun moyen de pression. Et donc uniquement le fait de subir les injonctions de l'assurance maladie. La qualité des soins, on n'en parle pas vraiment dans ce texte-là. Et d'ailleurs, ça sera clairement impacté à travers les investissements dont l'hôpital a besoin pour les thérapeutiques innovantes et l'accès aux plateaux techniques et SP de second recours, si, il y a des actes qui sont supprimés, voire diminués. Et aussi, clairement, l'indépendance médicale, parlons-en. Ce n'est pas normal de contrôler notre pratique. Alors, j'ai pas parlé des MSO aussi, des mises sous objectifs. Euh, les mises sous objectifs obligatoires, c'est quand même très problématique aussi pour la pratique médicale et l'indépendance médicale. Et clairement, on va vers une volonté de standardiser la médecine, de considérer les patients comme des numéros et des tableaux, et qu'il n'y a plus ce colloque singulier, il n'y a plus ce lien entre médecin et patient qui est quand même euh, enfin, la santé publique, c'est quelque chose de macro, et on le sait bien, la santé publique, c'est quelque chose, mais quand on voit à l'échelle du patient, c'est autre chose. Et que c'est très important, effectivement, de garder cette indépendance dans notre pratique médicale, mais aussi dans notre choix de conventionnement. Et qu'on peut se poser la question d'une dérive autoritaire et d'une dérive purement comptable de la gouvernance de la santé en France. C'est surtout pour ça aussi qu'il faut qu'on se lève. Donc, comment se mobiliser? Quand on est médecin hospitalier, il faut savoir qu'on a déposé un préavis de grève illimité à partir de lundi prochain pour l'ensemble des médecins, que ce soit les médecins hospitaliers, mais aussi les salariés de structures autres que les hôpitaux, notamment les centres de lutte contre le cancer, par exemple. Et donc, c'est une grève illimitée. On n'a volontairement pas mis de date de fin pour assurer ce bras de fer. Il faut, normalement, votre direction des affaires médicales a reçu notre préavis de grève de la part de la DGOS et ils se doivent de vous le transmettre pour vous informer et vous devez vous signaler auprès d'eux pour vous porter gréviste et c'est mieux de prévenir votre chef de service pour l'organisation de votre service. Il y a toujours un service minimum dont le directeur de l'hôpital est responsable. C'est pas le chef de service, c'est le directeur de l'hôpital, notamment pour les services critiques comme la réa, les urgences. Et donc, il y a toujours un service minimum qui doit être assuré et garanti par la direction de l'hôpital. Et pour cela, il peut y avoir des assignations. Et dans l'ordre, on assigne en premier les personnels euh, titulaires comme les PH et les HU, et ensuite on va vers les CCA, et ensuite on va vers les internes qui ne sont pas grévistes, puis les internes grévistes, dans l'ordre de priorité pour assigner. Et l'assignation, pardon, elle est écrite, elle est nominative et elle est motivée. Si vous n'avez pas d'assignation écrite, nominative ou motivée, vous êtes en droit de refuser. En libéral, sachez qu'un médecin libéral peut faire grève sans préavis de grève. Il n'y a pas besoin de préavis de grève parce qu'on n'est pas des salariés et qu'on est libéral.
Il faut simplement informer vos patients de la fermeture de votre cabinet, votre grève et votre façon de faire une grève, hein, notamment par exemple si vous faites une grève des urgences ou des soins non programmés. Toujours donner accès à la continuité des soins aux patients, donc les informer des alternatives qui se présentent à eux si vous n'êtes pas là, à votre cabinet, notamment d'appeler le 15 ou même de prévenir si vous faites partie, par exemple, d'une liste de PDSA ou PDSES en établissement en tant que libéral, de prévenir effectivement les établissements qui sont responsables de ça ou l'organisation qui est responsable de ça. Et donc, notamment, prévenir les ARS si vous faites de la PDSA. Vous pouvez aussi faire grève d'autres façons, pas forcément fermer le cabinet, mais vous pouvez par exemple arrêter d'alimenter le DMP, arrêter de prendre des soins non programmés, faire la grève de la PDSA ou de la PDSES. Enfin, libre à vous de vous organiser comme vous pouvez. Euh, L'idéal étant de fermer complètement votre activité, mais vous faites comme vous pouvez. Voilà, donc ça c'est pour le libéral. Alors, on va parler après des réquisitions, vous en faites pas, il y aura une section là-dessus. Et pour les internes, c'est les mêmes conditions que les hospitaliers, hein. Pour se porter gréviste, il faut signaler à la dame et prévenir son chef de service, c'est quand même mieux. Et pour vous aider à tenir, parce qu'il faut savoir que quand vous faites grève et que vous êtes salarié, vous avez une retenue sur salaire proportionnelle à votre temps de grève. Et pour les internes, on peut comprendre que ça peut être difficile financièrement. Et donc nous, ce qu'on préconisait, c'est de créer des caisses de grève locales. Donc l'idéal, c'est de faire du local parce qu'on a essayé de faire ça au niveau national pour Garo et c'était pas un succès. Et jusqu'à présent, on n'a toujours pas entendu parler de ce qu'est devenu cette caisse de grève. Donc c'est mieux de vous organiser localement, c'est plus impactant et ce sera plus simple pour redistribuer les choses pour les internes qui en ont besoin. Alors maintenant, on va faire un focus sur les réquisitions des médecins libéraux, notamment les spécialités à garde ou à astreinte, en tout cas qui font de la permanence des soins. Vous avez entendu parler sûrement euh, du bloc qui a organisé depuis le mois d'août une sorte d'exil des chirurgiens, des spécialités chirurgicales, vers Bruxelles, parce que effectivement, si vous êtes amené à être réquisitionné, c'est la police ou les gendarmes qui viennent vous chercher, et on ne peut pas venir vous chercher à l'étranger. Donc, ils ont, entre guillemets, joué là-dessus pour se dire, voilà, on n'est pas réquisitionnable et qu'effectivement, quand on fait des grèves, comme il y a toujours un service minimum et qu'on est réquisitionné, finalement, on ne fout pas le bordel, si je puis dire, et que ça ne sert pas à grand-chose et qu'on n'embête pas grand monde. Alors, ça, c'est pas forcément vrai. On va en parler après. Ça, c'est une première chose. Et la deuxième, effectivement, ça peut être malin de raisonner de cette façon, mais c'est pas si simple que ça. Il faut savoir que pour les établissements privés, hein, pour les libéraux qui font de la PDSES, ils peuvent rendre des tableaux à trous aux ARS, ce n'est pas illégal, à condition qu'ils le veuillent bien, les directeurs d'établissement, et dès lors qu'ils ne mettent pas les patients en danger. C'est-à-dire que si délibérément il y a une carence de PDSES, notamment pour les services critiques, hein, comme l'AREA ou les urgences, qui n'est pas anticipée, qui n'est pas compensée par les établissements, là, ils peuvent être incriminés et mis en cause. Voilà. Donc il faut savoir ça, et c'est important. La réquisition pour l'ARS, c'est le dernier recours. Dernier recours, il faut qu'ils aient tout essayé avant de recourir aux réquisitions. Si, et seulement si, il faut réunir toutes les conditions. Il y a une urgence réelle, un risque grave et immédiat pour la santé publique, une absence d'alternative, il faut un arrêté préfectoral écrit et motivé. Et il faut que ce soit une notification individuelle, valable. Et valable, quand ils entendent par valable, c'est pas forcément remis en main propre. Il faut simplement qu'ils aient la preuve que vous ayez lu leur notification, même quand elle est envoyée par mail. Alors, prouver que vous avez lu un mail, c'est difficile sur le plan juridique. Mais si, par exemple, ils mettent, vous savez, parfois vous avez des accusés de lecture de mail, si vous avez cliqué sur un accusé de lecture, vous l'avez lu. Voilà, ça c'est une preuve juridique. Et donc, si ces conditions-là ne sont pas réunies, vous êtes en droit de refuser la réquisition et la contester au tribunal administratif. Voilà. Euh, Si le médecin est gréviste et réquisitionné, ça compte. Ça compte dans les effectifs de grévistes. Donc c'est important. Et vous êtes en droit de faire un service minimum en tant que gréviste. C'est-à-dire que si vous êtes aux urgences, vous êtes réquisitionné pour faire tourner les services d'urgence de votre clinique, et qu'il n'y a pas d'urgence vitale qui se présente à vous, vous êtes en droit de dire au patient, vous allez à l'hôpital, au CHU ou au CH d'à côté. Du moment que ce n'est pas une urgence vitale, on ne peut pas vous reprocher ça. Il faut que ça reste dans l'urgence vitale et le cadre fixé par la réquisition. Voilà. Surtout que si vous êtes réquisitionné pour des urgences et qu'il n'y a plus de chir parce qu'ils sont en grève, si vous avez un ventre chirurgical qui se pointe aux urgences, évidemment que vous êtes en droit de dire d'aller à l'hôpital là où il y a des chirurgiens pour l'opérer.
Voilà. Il y a aussi une notion qu'il faut quand même savoir, c'est le code de déontologie. Parce qu'il n'y a pas que le juridique pur, il y a le code de déontologie et départ à l'étranger. Si, par exemple, vous êtes sur une liste de garde qui a été envoyée à l'ARS par votre établissement, et que vous savez que vous serez gréviste et non réquisitionnable parce qu'à l'étranger, on pourra vous le reprocher parce qu'on vous dira que vous avez abandonné vos patients sur le plan déontologique. Ça ne s'est pas encore vu. Il n'y a jamais eu de jurisprudence sur une situation similaire, enfin pareille, mais j'ai interrogé par exemple le président du CROM PACA qui m'a confirmé qu'on pouvait tout à fait attaquer un médecin là-dessus. Et ce serait tout à fait condamnable par la chambre disciplinaire, sachant que la chambre disciplinaire, elle n'est pas présidée par un médecin, hein. C'est un juge du tribunal administratif, hein. Voilà. Donc, il faut quand même avoir conscience de tout cela. Parce qu'en effet, oui, Bruxelles, c'est malin, mais il faut quand même bien le préparer. Et il ne s'agit pas d'envoyer les médecins en casse-pipe par impulsivité. Il faut quand même avoir conscience de tous ces éléments juridiques et déontologiques avant d'être malin. Il faut être malin, on est d'accord, hein, mais il faut quand même assurer ses arrières. Voilà. On avait d'ailleurs pensé à faire des départs à l'étranger sur les villes frontalières. Je ne sais pas si Benjamin est là, il pourra vous en parler après. Mais on a eu cette idée-là, et why not? Effectivement, ce serait très intéressant que toutes les spécialités libérales réquisitionnables, donc qui font de la PDS, puissent partir à l'étranger sur des régions frontalières le temps de leur grève pour qu'ils ne soient pas réquisitionnables. Mais attention à respecter tous ces éléments-là qui sont quand même très importants pour ne pas se retrouver embêté par la suite. Donc, en gros, ce que vous devez garder à l'esprit, c'est qu'il faut vraiment se mobiliser, c'est maintenant ou jamais. Vraiment, c'est très grave ce qui est en train de se passer. Cette dérive sur le plan politique, autoritaire, qui ne tient pas compte de la voix des acteurs du soin, est intolérable. Et ce sera très compliqué de revenir en arrière et penser à la fenêtre d'Overton. C'est pas parce que il y a pire qui nous attend qu'on doit accepter quelque chose d'inacceptable aussi, mais qui est moins pire, entre guillemets. On doit rien accepter d'inacceptable, tout simplement. Il faut qu'on reprenne le pouvoir sur notre exercice, notre indépendance, c'est extrêmement important. C'est ça qui garantit aussi la qualité du soin. Donc, on ne veut pas de politique autoritaire. On doit être solidaire de nos internes pour les aider à tenir, à faire la grève aussi pour bloquer le système, parce que c'est très important. Donc, les caisses locales pour les grèves, pour les internes, c'est très important. Et effectivement, il faut qu'on exige une réforme structurelle et du financement et de l'organisation du système de santé. Voilà. Je vous remercie, j'espère que je n'étais pas trop longue. Et bah, je vais vous donner la parole. Et je vais voir si d'autres personnes voudraient intervenir. Bah, Benjamin, tiens. Ouais, salut. Je suis arrivé un chouïa en retard, mais j'ai pu voir toute ta Salut Welim. présentation. Euh, écoute, oui, on a que tu as terminé un petit peu avec l'action des villes frontalières. C'est vrai que, bah, comme tu le sais, nous, sur la région PACA, on a proposé à la région PACA un exil à San Remo, donc qui est une ville italienne frontalière voilà, de chez nous. Euh, Pourquoi? Parce que il y a deux problématiques à Bruxelles, à l'action du bloc. La problématique est déjà le fait de partir à Bruxelles. Et il y en avait beaucoup qui témoignaient des difficultés. Alors après, entendables ou moins entendables, hein, comme on peut l'entendre à chaque grève, mais en tout cas, certaines difficultés, effectivement, d'organisationnel par rapport à Bruxelles, le fait de partir du 11 au 14 ce qui n'était pas simple. Ça, c'était le premier problème. Le deuxième problème, c'est que bah, l'action du bloc est restée centrée sur le bloc, donc qui concerne le Saint-Goff, les gynécos, l'AAL, donc les anesthésistes réanimateurs, et l'UCDF, les chirurgiens. Donc, c'est vrai que c'était les spécialités de bloc opératoire et pour avoir parlé à plusieurs reprises avec Philippe Cuc, le président de le bloc, ben, il n'y a pas eu de volonté d'union syndicale à ce niveau-là pour ouvrir le mouvement aux médecins libéraux en tout genre, parce que c'est vrai que là, on aurait eu, je pense, une très très belle action. Alors, donc c'est pour ça que nous, on a proposé initialement une action italienne pour l'ouvrir en plus aux spécialités libérales, médicales qui souhaiteraient s'exiler, être non réquisitionnables.
Alors, il y a plusieurs problèmes, comme tu l'as dit, à l'action frontalière, quelle qu'elle soit, hein, que ce soit Barcelone, San Remo, Londres ou Bruxelles ou la Suisse. En fait, il y a un gros souci. Euh, c'est qu'en fait, on a un problème d'ordre juridique et un problème d'ordre déontologique. Le problème d'ordre juridique, vraisemblablement, il est peu représentatif si on s'est bien organisé en amont. Il y a peu de chances qu'on ait un problème juridique véritable. Le problème déontologique, Anna, elle vous l'a dit, c'est un problème de manquement déontologique. En fait, c'est un équivalent de l'abandon de poste, mais pour le libéral. En gros, c'est un peu ça. C'est-à-dire, vous avez votre nom sur une permanence de soins, qu'elle soit de garde ou d'astreinte. Il y a votre nom qui est renseigné à l'ARS via votre direction de clinique. Vous pouvez dire je suis gréviste, c'est votre droit. Vous pouvez dire je ne suis pas réquisitionnable, c'est votre droit aussi. Par contre, bonne chance s'ils viennent vous chercher avec un malade. Alors, pour les spécialités de garde, on a fait un peu le tour de la question. Les spécialités à garde, comme les anesthésistes réanimateurs, par exemple, et certains gynécologues dans certaines cliniques, voilà, ça va tourner un peu autour de ça. Et les urgentistes. Donc nous, dans la région PACA, on a 4 cliniques qui font les urgences principalement, enfin qui ont un service d'accueil d'urgence. Donc en fait, les médecins sont réquisitionnables, grévistes mais réquisitionnables, mais ils ne peuvent pas disparaître à la frontière parce que le nom est renseigné sur la permanence de soins. Il y a un flou. On entend tous sur le fait que ce soit légal ou non légal de rentrer un tableau à trous. Alors, c'est pas légal de rendre un tableau à trous pour une permanence de soins reconnue et payée par l'ARS. Voilà, vous pouvez rendre un tableau à trous pour une astreinte interne à la clinique. Ça, c'est votre problématique avec le directeur. Mais du moment où l'astreinte est payée par l'ARS et donc reconnue, il est interdit de rendre un tableau à trous. Donc ça, c'est également un souci. Ce qui fait que l'ARS, donc, sait très bien eh ben, que si il y a Jean-Michel qui se présente samedi 10 à 22 heures avec une péritonite généralisée, je parle de ça parce que je suis chirurgien digestif, donc c'est facile d'en parler, et ben, que le patient n'est pas vraiment transférable, c'est compliqué, on sent que ça va être compliqué de transférer au CHU ou au CH d'à côté, et ben, c'est reprochable d'être à San Remo à ce moment-là. Donc, surtout si c'est votre nom, et même si vous l'avez dit en amont, tout ça. Donc, c'est le principal frein qu'on a découvert récemment et que le syndicat, le bloc, n'a pas complètement mis en évidence. Essentiellement, et je ne leur jette pas la pierre sur ce sujet-là, essentiellement parce que ce sont des chirurgiens orthopédistes et des anesthésistes probablement de cliniques d'orthopédistes où il n'y a pas forcément de permanence de soins avec d'accueil d'urgence. En fait, le problème, c'est l'accueil des urgences. Si vous avez une clinique à accueil d'urgence, c'est un souci parce que très souvent, et nous, c'est le cas moi dans ma clinique, je suis sous contrat avec la clinique pour répondre à l'accueil des urgences. C'est-à-dire que donc notre directeur, qui est quand même plutôt soutenant, il faut le reconnaître, bah, malgré tout, m'a opposé cette problématique de contrat. C'est-à-dire que s'il y a un patient avec une péritonite qui est non transférable et qu'on est 4 chirurgiens digestifs à être à San Remo ou à Bruxelles et que bah, du coup, il n'y a pas de chirurgien digestif, c'est un problème. Alors, bon, voilà, s'il y a des gens de la région PACA, on a également un souci, c'est que on est la permanence de soins pour l'ARS, et ça, c'est une aberration de la région PACA, à croire que la région PACA fait tout comme les autres. Donc là, ils sont très détendus, puisqu'il y a une réunion cet après-midi de l'ARS PACA avec les directions hospitalières privées. A priori, l'ARS PACA est très détendue parce qu'ils n'ont pas pris la mesure du mouvement. Donc je pense que c'est une erreur. Le CHU aussi est très détendu, alors qu'ils ont souffert la journée du 3 qu'on a fait en grève dernièrement. Ils ont énormément souffert. Bon, là, le CHU est très détendu pour 4 jours de grève dure, mais bon. Voilà, donc en gros, l'autre problématique qu'on a, c'est que nous, on a une permanence de soins payée par l'ARS qui tourne sur les 4 cliniques à urgence. C'est-à-dire que chaque semaine, chaque mois, est un chirurgien d'une des cliniques. C'est une aberration locale et ça tourne. Ce qui fait qu'en fait, les 3 autres semaines, pour les 3 cliniques qui ne sont pas payées, la permanence est officieuse. Et donc là, c'est un point que je vais opposer à mon directeur demain dès que je l'ai au téléphone, parce que ça ne tombera pas sur ma clinique, par exemple, pendant la période de grève dure.
L'ARS a recruté, a décidé de réquisitionner une clinique d'en face. Donc là, pour le coup, il y a un flou parce que le droit de grève est immuable, on y a droit. Donc je ne vois pas pourquoi on m'y opposerait un contrat de travail, sachant que je suis gréviste et sachant que je ne suis pas réquisitionné. Donc là, il y a des flous juridiques, hein, en plutôt déontologique en fait. C'est plutôt ça le souci et les cliniques essayent de se préserver. Alors, je ne sais pas pour les gens qui ne sont pas de la région PACA qui sont connectés ce soir. Je ne sais pas comment ça se passe pour vos ARS. Je vois sur le groupe de l'UCDF que ça commence à chauffer sévère dans pas mal d'ARS. Nous, ils sont très détendus, de manière très surprenante, alors qu'on a été très chaud très rapidement et que ça a été le bordel. C'est un peu surprenant, mais en tout cas, je pense qu'il y a une espèce de déconnexion entre l'ARS et ce qui se passe sur le terrain chez nous. Et surtout, la question, c'est ben, nous, par exemple, pour nos quatre cliniques, qu'est-ce qui va se passer quand ils auront réquisitionné un seul chirurgien digestif, finalement, pour les quatre cliniques? Voilà, sachant que les urgences, ils veulent pas les fermer. Donc il y a quand même des flous. C'est pas si simple de monter Bruxelles, de monter San Remo, de monter Barcelone, de monter la Suisse. C'est pas si facile. Moi, si j'ai une mise en garde à vous mettre pour ceux qui sont des spécialités à astreinte, c'est faites très attention dans la façon dont vous le faites. Prévenez votre direction en amont. Ça s'organise parce qu'il ne faut pas se retrouver avec un mort sur la clinique attaquée, et la clinique se retournera vers nous. Ça, il ne faut pas se leurrer. Ils opposeront un contrat de travail, ils opposeront une réquisition, ils opposeront n'importe quoi. Par contre, nous, il y a un gros glissement de tâches qui se fait de l'ARS à la clinique pour que ce soit les directeurs qui gèrent les problématiques de présence des médecins grévistes dans l'établissement. Donc ça, c'est l'autre conseil que je vous donne, ce n'est pas leur problème. Il faut opposer à votre directeur que ce n'est pas à votre directeur ou à votre directrice de gérer la merde. Le directeur fait le recensement, vous êtes gréviste, vous vous déclarez gréviste, et après, c'est l'ARS qui se débrouille. Il faut remettre les gens face à leurs responsabilités. C'est le rôle de l'ARS de décider si elle va réquisitionner ou pas. Et je pense, nous, c'est ce qu'on va opposer, c'est-à-dire que du moment où l'ARS recrute un seul chirurgien digestif pour les quatre cliniques, parce qu'il n'y a qu'une seule PDSES valorisée pour les quatre établissements, sur une plaque tournante toutes les semaines, eh ben, je crois qu'il faut dire que c'est la responsabilité de l'ARS s'il y a des morts dans les autres cliniques par manque de transfert. Voilà, par défaut de transfert ou par transfert, ou voilà. Je crois qu'il faut quand même, voilà, les grèves, c'est fait aussi pour ça, c'est pour mettre en évidence les aberrations d'un système, Mhm. puisqu'on rompt l'équilibre qui était précaire. Excellente Voilà, remarque. voilà, c'est ce sujet. Ouais. En fait, effectivement, pour apporter plus de précision sur tout ce qu'on a dit, alors déjà, Benjamin Saluki, c'est le président du collectif médical du Sud-Est. Il a initié avec Jérôme Barrière la grève massive du 3 décembre dernier dans le Sud-Est, que Jeune Médecin a évidemment porté aussi. Et en fait, ce mouvement de grève a été extrêmement efficace et impactant parce qu'on a réussi à mobiliser beaucoup de monde. Et la puissance de ce mouvement et de mobilisation vient clairement du réseau, des CME notamment, des réunions de CME tous ensemble, avec des gens, des collègues avec qui on travaille habituellement. Et ça n'a pas comment dire, ça n'a pas d'équivalent avec un webinaire ou avec des paroles de syndicats au niveau national. C'est extrêmement, extrêmement impactant et puissant des mouvements qui naissent du terrain de cette façon-là. Et donc, ce qu'on voudrait aussi vous dire, c'est qu'on vous encourage vivement à être des leaders locaux. Vous n'avez pas besoin d'être un syndicaliste et d'initier, d'impulser des réunions de CME où clairement sur ce sujet-là, de coordonner les CME aussi, les différentes cliniques et hôpitaux, pour justement faire voter la grève de manière claire. Alors nous, ce qu'on voulait aussi dire, c'est que euh, ce qui est important aussi, c'est que, vous savez, on a, avec l'intersyndicale, on a balancé, entre guillemets, des communiqués de presse avec des dates précises du 5 au 15. Alors, bon, ça vaut ce que ça vaut. On a tout un débat autour du fait de mettre une date de fin, de manifester un samedi, etc. Je répondrai à la question d'ailleurs de la manif. En principe, il y a une manif nationale à Paris qui est prévue uniquement. Donc, on vous encourage tous vivement à monter à Paris pour la manifestation du 10 janvier qui est un samedi et qui commence à midi.
Il faut savoir que, en effet, d'avoir une date de fin, c'est pas forcément hyper, voilà, hyper stratégique. Et aussi, 5 au 15, c'est une période assez étendue. Et ce qu'on entend beaucoup, et on serait très heureux de vous entendre là-dessus aussi ce soir, c'est de savoir ce que vous en pensez du fait de fermer complètement votre activité du 5 au 15. C'est une vraie question. Et on voit aussi d'autres communiqués, notamment de syndicats de SP, qui appellent à une grève dure, donc de fermeture, plutôt sur la fin de la période, et donc après la manifestation parisienne. Et donc, on voyait aussi plutôt qu'il y avait une tendance du côté des généralistes de faire grève plutôt au début de la période, donc dès le 5. Et on ne voulait pas justement qu'il y ait une déperdition, entre guillemets, d'énergie, avec des fermetures de cabinets qui soient éparses et pas synchrones, parce qu'il n'y aurait pas l'impact espéré. Alors évidemment, l'idéal de l'idéal, c'est de fermer du 5 au 15, mais on n'est pas certain que ce soit le cas de tous et que ce soit possible pour tous, voilà. Et on l'entend tout à fait. Et donc c'est pour ça on a pris le pari, nous, avec le communiqué qu'on a envoyé hier, de dire qu'on commence une grève dès le 5, bien sûr, partout, à l'hôpital, les internes, les libéraux. Et vous faites la grève comme vous l'entendez, c'est-à-dire vous pouvez ne pas prendre de soins non programmés, de ne pas faire de PDSA, pas fermer votre cabinet partiellement ou complètement, enfin vous faites comme vous le sentez. Mais par contre, on appelle tous à faire une grève dure, de fermeture complète, dès le 10. Donc le 10, c'est un samedi, mais c'est volontaire parce qu'il y a les gardes, les astreintes, etc. Et donc ça, c'est important, parce qu'il faut synchroniser le côté dur, parce que sinon, il n'y aura pas d'impact, à notre sens. Et les internes, on le sait aussi, qui ne feront pas grève du 5 au 15. Donc c'est pour essayer de canaliser les énergies et les concentrer pour les rendre les plus impactantes possibles. Donc on voudrait avoir votre ressenti aussi par rapport à cette stratégie-là et savoir si vous arriveriez à adhérer à ça. Et enfin, vous avez vu aussi qu'il y a une plateforme de recensement des médecins libéraux qui a été lancée par Jeunes Médecins, notre branche francilienne, pour recenser les médecins libéraux qui feront grève sur cette période-là, où vous pouvez sélectionner les dates auxquelles, en principe, vous fermez votre cabinet. Et jusqu'à présent, il y a 12 000 médecins libéraux qui ont été recensés. Il y a une bonne moitié de médecins généralistes. Et donc voilà, on vous encourage vivement du coup à vous recenser sur cette plateforme. Ça intéresse beaucoup les médias. Ils posent beaucoup de questions là-dessus. Et ça peut être très intéressant dans la stratégie de communication. Voilà. Donc on attend vos réactions. Alors je lis dans le chat. Donc, pour la manif, donc c'est Paris, hein. Donc vraiment, il faut monter, il faut qu'on se retrouve tous à Paris. C'est sur la place du Panthéon, le rendez-vous. Voilà. Oui, il y a eu juste une question sur le chat sur le fait des astreintes non officielles où effectivement il n'y aura pas de réquisition. Manifestement, il n'y aura pas de réquisition effectivement sur les lignes d'astreinte. En tout cas, nous, c'est ce que la RSPACA a énoncé pour l'instant, mais il y a une réunion la semaine prochaine, mardi, à nouveau. Pour l'instant, effectivement, ils n'envisagent pas de réquisitionner autre. Après, est-ce qu'ils le feront? En fait, c'est pour eux, ils sont en border de l'égalité d'aller réquisitionner des médecins sur des lignes d'astreinte non reconnues officiellement. Et c'est d'ailleurs le problème qu'ils ont du coup, nous, en local, c'est qu'ils se retrouvent à devoir réquisitionner un gars d'une clinique pour 4 cliniques. En fait, ils ne le disent pas comme ça. Ils remettent le bébé au directeur des 3 autres cliniques de se débrouiller, de trouver une solution, mais officiellement est réquisitionné un seul mec, parce que une seule semaine d'astreinte, quoi, prévue sur une clinique. Donc voilà, donc c'est vrai qu'il faut faire attention. Par contre, faites très attention. Vous ne pouvez pas partir et abandonner le navire pour la grève si vous n'avez pas vidé votre service avant. C'est pour ça que le bloc a appelé, pour les spécialités de bloc opératoire, a appelé à vider, à faire de l'ambulatoire et de la chirurgie light du 5 au 9, parce que l'objectif est de vider les cliniques. S'il vous reste un malade dans le service, c'est reprochable de ne pas être là. Donc libre à vous de prendre ce risque ou pas de disparaître et de dire bon ben ça sera l'anesthésiste de garde de passer ou de vous arranger avec l'urgentiste, mais si vous reste un malade hospitalisé, quel qu'il soit, malheureusement vous ne pouvez pas disparaître dans la nature.
Bah, en fait, qui c'est ça, continue. c'est le principe de continuité des soins. Ouais, Parce qu'il y a ouais, le ça, on n'a principe pas le de choix. prise en charge des urgences vitales et de continuité des soins. Donc, si vous êtes malin et vous videz votre service avant, c'est parfait. Mais si vous n'y arrivez pas, là se posera la question de la continuité des soins à juste titre. Voilà. Et effectivement, je reviens sur ce que tu as dit, Louise-Anne. Donc, pour préciser, pour la plateforme, c'est pour l'ensemble des médecins, donc c'est pas que pour les médecins libéraux, c'est aussi pour les internes et les hospitaliers pour se recenser, pour justement avoir une idée du nombre pour la mobilisation et faire le plus de nombre possible, justement pour faire peur aussi, hein, pour jouer dans le bras de fer. Voilà. J'ai une question sur les secteurs 3. Mhm. En fait, vous disiez que c'est pas passé au Conseil constitutionnel, Ouais. mais ça ne passera jamais. Alors, en principe, le Conseil constitutionnel doit être saisi de cette loi qui a été votée pour se prononcer avant le 31 décembre. Et pour cela, pour être saisi, il faut qu'il y ait un minimum de 60 signatures de parlementaires qui portent cet article au Conseil constitutionnel. Le problème, c'est que même si les parlementaires étaient indignés par le principe de cet article, par pur choix politique, ils n'ont pas signé. Voilà. Par pur choix de stabilité de leur parti, Et suivant puis les alors là, il y a eu un de leur abandon chef de massif, file. hein. Voilà, c'est ça ce qui s'est passé, hein. C'est purement politique, c'est de la stratégie politique. Ça n'a rien à voir avec le bien commun. Voilà, ni la justice, ni quoi que ce soit. Et donc, par pure stratégie politique d'intégrité de leur parti, ils n'ont pas signé. Et même le gouvernement, avec qui on a discuté, hein, le conseiller de la ministre, sur cet article-là, il nous a bien dit, il nous l'a redit, hein, que la ministre n'était pas pour, ça vient pas d'elle, ça vient pas du gouvernement, c'est un amendement qui a été ajouté par des parlementaires. Donc c'est purement électoraliste, hein, c'est une punition, hein, voilà. Donc, ils ne soutiennent pas ça au gouvernement, mais ils avaient l'air confiants à l'époque en disant, mais non, mais c'est bon. LFI et RN, les extrêmes, étaient contre. Donc, il y aura largement assez de signatures à eux deux, ils sont plus de 60, ils vont Mm. porter. Et bien, c'est pas ce qui s'est passé. Et c'est des jeux politiques. Et donc là, c'est extrêmement grave, parce que on peut même pas saisir le Conseil constitutionnel sur un article qui clairement est anticonstitutionnel C'est clair. à cause de jeux politiques. Là, ce qui reste comme alternative, puisqu'il y a des alternatives toujours, c'est que on peut faire une QPC. Donc, pour la constitutionnalité, en fait, une question pour la constitutionnalité au Conseil constitutionnel. Ça se prépare, c'est long, c'est un chemin long, c'est pas garanti le résultat. Il y a une autre voie aussi. euh, j'ai perdu le mot exact sur le plan juridique, j'ai pas envie de me tromper sur les termes. Mais il y a une autre façon de saisir le Conseil constitutionnel qui est une voie de raccourci, entre guillemets, mais qui est un peu plus, comment dire, all-in, si je puis dire. Non, c'est pas un référé. Je sais plus ce que c'est le terme juridique. C'est un peu comme un all-in au poker, c'est-à-dire que on y va en mode bulldozer, on saisit le Conseil constitutionnel, mais il doit se prononcer très rapidement. Et soit il dit on s'en fout, on n'étudie pas le truc, et en gros, bah, QPC. Soit il dit bah non, du coup, c'est pas valable et plus aucune chance de faire des QPC. Donc vous voyez à quel point c'est risqué, sur le plan juridique, de tenter cette façon de faire-là. Ce qui est en train de se passer, c'est que l'UFML a pris le pari de faire ça. Donc oui, on peut se dire, bon, ça va accélérer les choses, ça peut être bien si ça marche, voilà, mais si ça marche pas, on est complètement niqué. Et la Cour européenne, c'est pas possible non plus? Pourquoi pas? Ça, je peux pas répondre. Quand je sais pas, je sais pas. Donc Parce là, que je les sais pas répondre. médecins, moi, je suis gynéco Ouais, et en PMA, il y a beaucoup de patientes qui vont à l'étranger, qui ouais, vont à la pharmacie avec leur ordonnance de ouais. médecin de l'étranger et qui sont pris en charge. Donc, Ben oui, tu vois, comment ils vont faire? c'est typiquement pas juste, ouais, exactement. Clairement, c'est ce qu'on martèle, hein, dans les médias. On leur dit, mais comment on peut imaginer un citoyen français qui a une prescription d'un médecin étranger qui soit remboursé, alors qu'un médecin français qui est déconventionné, il sera pas, enfin, ça n'a aucun sens. Les prescriptions sont conditionnées au SMR, au service médical rendu, et pas au prescripteur. Donc ça n'a aucun sens. Mais c'est évident que ça ne doit pas passer. Mais encore faut-il que politiquement, Et on puisse accéder à cet examen-là, en fait. la ministre, elle peut encore ne pas signer le décret. Tout C'est à encore fait. possible. Tout à fait. C'est pour ça que, de toute façon, euh, de toute façon,
ça fait partie de nos revendications claires et phares. C'est-à-dire que dans le bras de fer qu'on engage, on exige que cet article ne passe pas. Et donc, oui, vous me direz, et les journalistes nous posent la question aussi, savoir bah, qu'est-ce qu'on espère maintenant que le texte est voté. Et en fait, effectivement, une fois que le texte est voté, bon, déjà, il doit passer au Conseil constitutionnel, et avant le 31 décembre, il doit se prononcer, voilà. Et ensuite, il doit être appliqué. Et la balle est dans le camp du gouvernement. Là, c'est le gouvernement qui, par voie de décret ou d'arrêté, caractérisera mieux les modalités d'application de ces articles-là. Et comme vous pouvez le voir dans les focus que j'ai faits, il y a des articles qui sont encore très flous et qui n'ont pas de précision sur en fait, les modalités pour lesquelles il s'appliquerait. Et donc, il appartient au gouvernement de le faire. Et donc, étant donné que la balle est dans le camp du gouvernement, qui doit faire des décrets d'application ou des arrêtés pour fixer des conditions plus précises, etc., ou vider de la substance l'article, Mm. ou reporter au maximum son application pour ne pas l'appliquer, en fait, c'est là où, bah oui, on a un rôle à jouer dans le bras de fer et dans les mobilisations syndicales. Alors, évidemment que ça aurait été, si on refaisait l'histoire, ça aurait été plus simple de se mobiliser avant que ce soit voté, n'est-ce pas? Voilà, mais bon, écoutez, on fait ce qu'on peut dans l'intersyndicale, les débats, etc., ont plus ou moins leur place, si je puis dire. Mais aujourd'hui, on en est là. Donc, il faut qu'on fasse avec ce qu'on a. Et voilà, il faut qu'on agisse et qu'on donne tout. Parce que ce sera très compliqué de revenir en arrière après, dans cette dérive-là, de la gouvernance de la santé. Et ne serait-ce que pour nous, ou pour nos descendants, si je puis dire, on ne peut pas laisser passer ce genre de dérive. Donc, vraiment, par principe, il faut vraiment qu'on se mobilise et qu'on donne tout, en fait. Il faut qu'on donne tout. Alors, il y a la question de comment se déclarer gréviste en tant que psychiatre libéral. Bah, il y a enfin, il y a deux possibilités. Si vous êtes dans une clinique, à travailler dans une clinique, quelle qu'elle soit, la voie de déclaration d'être gréviste, c'est à minima à votre directeur ou directrice. Voilà, qui transférera en général au Conseil de l'ordre et à l'ARS. Idéalement, c'est bien de se déclarer gréviste un peu au dernier moment. C'est un peu une question de timing parce que il faut qu'ils sentent que ça va être le bordel, mais il faut pas qu'ils puissent venir embêter tout le monde. Alors c'est vrai que si on est psychiatre en cabinet libéral, la voie de déclaration gréviste, le plus simple, je pense, c'est de déclarer, d'envoyer un mail au Conseil de l'ordre départemental et à l'ARS en disant que vous êtes gréviste de telle date à telle date et que le cabinet sera fermé. Par contre, quelle que soit votre spécialité, il faut que si vous avez un téléphone, que ce soit portable, un répondeur ou n'importe quoi, il faut que vous l'ayez mis notifié en amont que le cabinet sera fermé de telle date à telle date pour raison de grève. Qu'en cas de problème, il faut appeler le 15, tout ça, enfin le classique. Si vous avez un Doctolib, c'est bien d'envoyer un mail via Doctolib. Euh, c'est très facile à faire. Ou alors, voilà, les autres modalités de logiciels, je ne les connais pas. Moi, j'ai Doctolib, donc je sais pas, je peux pas vous dire, mais je pense que ça doit être à peu près pareil partout. Il faut que vous laissiez un message à l'entrée de votre cabinet aussi avec des feuilles, que vous le... En fait, il faut que les patients le voient et que ce soit notifié avant et qu'en fait, ça soit pas découvert au matin du 10 que vous êtes en grève et que vous serez pas là, quoi. Si, enfin, ça, c'est si vous travaillez le 10, quoi. Voilà, donc le plus simple, dans tous les cas, il faut notifier à l'ARS et au conseil départemental. Et puis surtout, c'est surtout les patients qui doivent le savoir en réalité, quand on est en libéral. Parce que c'est ça qui nous est reprochable. Voilà. Le micro éteint. Pour répondre à ta question, Laura, en principe, la direction, elle n'a pas le droit de donner un nom de médecin à réquisitionner à l'ARS, hein. Ils n'ont pas le droit, hein. C'est illégal. Encore une fois, la réquisition, c'est un dernier recours de la part de l'ARS. Il n'y a aucune autre possibilité avec une urgence pour la santé publique ou une urgence vitale. Donc, il y a des conditions à remplir. Et c'est pas parce qu'on est gréviste qu'on est réquisitionnable. On peut très bien réquisitionner du personnel qui n'est pas gréviste, hein. Enfin, voilà. Donc, mais la direction n'a pas le droit de donner un nom de médecin à réquisitionner. Ça, c'est illégal. Ils n'ont pas le droit de faire ça. Mm. Ouais. Et pour vous rassurer,
parce que bon, à l'oral comme ça peut être difficile à retenir et ça peut nous sembler être du charabia là pour les déclarations de grève. Mais on avait fait à l'époque, pour le 3 décembre, un site internet qui s'appelle Bonne année, bonne santé, qu'on va remettre au goût du jour pour la mobilisation de janvier. On est en train de le faire. Et là-dessus, vous avez déjà toutes les fiches pratiques pour se déclarer gréviste en fonction de votre statut. Donc HU, PH, salarié autre que hospitalier, par exemple interne, libéral, enfin voilà, en fonction de vos modes d'exercice ou votre statut, vous avez toutes les fiches pratiques pour vous déclarer gréviste avec vos droits en fait. Donc c'est toujours intéressant pour vous rassurer. Donc ces ressources documentaires, vous les retrouverez, bah, ils y sont toujours hein, sur le site Bonne année, bonne santé, mais on va mettre à jour le site pour mettre des vidéos un peu plus actualisées parce que c'était pour le mouvement du 3 décembre. Mais ça reste valable. Alors, euh, alors a priori, si PDSA, c'est avant le 31/12. Euh, la question, c'est quoi? C'est si on se porte gréviste pour la PDSA, c'est ça? Il faut le faire avant le 31/12. Il y a un délai à respecter, en fait, en nombre de jours, quand on est gréviste, pour se déclarer gréviste. Alors, nous, c'est 5 jours francs pour poser un préavis, mais vous, c'est 48 heures, il me semble. Alors, peut-être que pour la PDSA, c'est plus long. Je sais pas. C'est vrai qu'en libéral, on peut se déclarer gréviste quasiment au dernier moment, alors que dans les institutions publiques 48 heures. et semi-privées, voilà, il y a quand même un délai Ouais. de déclaration en amont. Effectivement, en libéral, vous faites ce que vous voulez, mais en effet, quand il y a la PDSA, là, pour le coup, vous relevez d'autres. Enfin, vous n'êtes pas complètement libre. Donc là, il y a des choses, des autorités à informer. C'est notifié aussi sur les petites fiches pratiques pour les libéraux. Est-ce que vous voulez réagir ou poser des questions? Sentez-vous libre, c'est vraiment fait pour ça, ce webinaire. On veut surtout discuter avec vous, en fait. Même si on a beaucoup parlé, c'était pas l'objectif de uniquement parler. Bon, il n'y a pas l'air d'avoir trop de questions. Ça a dû être très, très clair. De toute façon, on va mettre le replay. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les adresser sur notre boîte mail générique. C'est jeune médecin tout attaché au pluriel @orange.fr. Vous pouvez les adresser à cette adresse-là. Et vraiment, n'hésitez pas à nous solliciter dès que vous en avez besoin. Il n'y a pas de questions bêtes, encore une fois. Il y a 5 ans, je n'y connaissais pas grand-chose non plus. Donc vraiment, n'hésitez pas. Et surtout, vous démotivez pas parce qu'il faut se mobiliser, c'est important et c'est maintenant ou jamais. Le replay, il sera sur le site de Jeunes Médecins. Et avec plaisir pour vous donner toutes ces infos et répondre à vos questions. Est-ce qu'on a une idée de la mobilisation pour Paris? C'est-à-dire la mobilisation pour la manif ou la mobilisation pour la grève? Avec plaisir. Pour la manif, on ne sait pas. On n'a pas d'idée. Bah, Alors, pour l'instant, le seul recensement qu'on a, c'est la branche Île-de-France Jeunes Médecins ouais. qui a fait le site Médecins en grève. Alors, effectivement, on Euh, pourrait ajouter dans cette ouais. plateforme-là une section pour la manif. Parce que, en effet, quand on regarde les statistiques, il y a un pic aussi de mobilisation le 10 janvier, qui est un Ouais. samedi. Donc, on pourrait aussi se dire que c'est pour la manif, mais rien ne nous le garantit. Mais il y a quand même un gros pic. Donc, ça peut être intéressant, en effet, peut-être de le préciser pour la manif, d'avoir une section spécifique pour ça. Donc, ça, on peut en parler. Mais pour l'instant, je ne peux pas répondre à ta question, Pierre. Ouais. Pour l'instant, il y a 12 000 médecins déclarés grévistes, voilà, a Bon. priori. Majoritairement des libéraux hein, sur la plateforme. Majoritaire ouais, exactement, exactement. Alors, Après, on a des retours du CHU, nous, de la région PACA, CHU de Nice, qui semblent vouloir se mettre en grève. Il y a la on a eu question beaucoup des de internes. sollicitations aussi, jeunes médecins, pour notre préavis de grève de la part des Ouais, médecins hospitaliers, ouais, via les syndicats internes, donc mm, l'ISNI et par exemple le SIHP, nous ont beaucoup sollicité pour transmettre notre préavis de grève parce qu'il y a beaucoup de monde qui les réclamait, notamment des CCA, des assistants. Et donc ça, c'est quand même bon signe. Et puis aussi pour les internes, si on veut que les internes se mobilisent massivement, euh, ouais, je le répète encore, mais il faut vraiment créer des caisses de grève localement. C'est extrêmement important. C'est le nerf de la guerre. On le sait, hein, que leur principale peur, outre le fait qu'ils aient des représailles éventuellement dans leur service,
Donc ça, c'est quand même c'est problématique, mais c'est surtout le côté financier. Et donc, si on fait des caisses de grève locales avec les assos d'internes locales, là, c'est ce qu'on est en train d'organiser, par exemple, en PACA, enfin, en tout cas du côté de Nice. Il faut le faire, je vous encourage vivement à le faire. J'en ai parlé avec la présidente du SIHP pour qu'elle puisse le faire avec Jeunes Médecins Île-de-France, mais s'il y a une caisse en place et qui fonctionne bien, qui est bien diffusée parmi les médecins libéraux et hospitaliers seniors, nous, on sait par exemple qu'en PACA, les médecins étaient très volontaires pour donner pour les internes. Et en plus, si on se débrouille bien, que c'est par exemple des assos d'internes, quand on donne à une asso, on peut avoir des réductions d'impôts, enfin en tout cas des déductions fiscales qui peuvent être intéressantes aussi pour les médecins libéraux. Donc, on est en train de travailler là-dessus. Donc, c'est assez urgent parce que la grève commence bientôt. Donc, effectivement, il est plus qu'urgent d'organiser ça localement. Il vous appartient localement aussi, avec vos leaders locaux, entre guillemets, de vous organiser et on compte sur vous aussi. On en a parlé avec l'ISNI qui a dit qu'ils allaient organiser ça aussi. Je ne sais pas où est-ce qu'ils en sont et je les relancerai à ce sujet. Mais en effet, la mobilisation des internes est conditionnée à ça. Donc si on veut que ce soit un succès du côté des internes, et ce serait quand même très bon pour le mouvement, ça passe par ça. Donc n'hésitez pas à stimuler la création des caisses de grève avec les assos d'internes locaux, quitte à faire des dons à l'asso pour avoir des déductions fiscales. Et n'hésitez pas à stimuler vos CME pour faire des CMO des réunions de CME spécifiquement Ouais. sur ce thème-là et voter en CME la grève dans tous vos établissements où vous travaillez. C'est extrêmement important parce que le mouvement du 3 est un succès vraiment monumental et c'est passé par là, clairement. Il n'y a rien de plus puissant qu'une CME qui se réunit et qui vote la grève et qui discute comme ça librement dans un réseau de médecins qui se connaît. Voilà. Ça peut passer par les CPTS aussi. Voilà, voilà. On vous encourage vivement. Et si vous avez besoin d'aide pour vous accompagner pour ça, n'hésitez pas à nous solliciter aussi. Encore une fois, l'adresse mail jeunemedecin@orange.fr ou même la mienne, hein, vous pouvez m'écrire directement. C'est Anna Boctor, comme vous voyez là sur mon écran, @gmail.com. N'hésitez pas. Voilà, voilà. Bon, bah, nickel. Bon, ben, Il n'y a on plus de va. questions? C'est bon pour vous? 1h15, c'est pas mal. Ouais, ça va, c'est bien. Pour un petit webinaire de 20 heures, c'est bien. Ouais. Bah, je vous souhaite à tous une très bonne soirée et j'espère vous voir à Paris. Et vraiment, ne baissons pas les bras, c'est maintenant qu'il faut se mobiliser, c'est très important, vraiment. Bonne soirée à tous. Allez, Et merci encore d'être connectés, vraiment, c'est super. Alors, bonne soirée à toutes et à tous.